Vous avez peut-être de l'argent qui dort quelque part, mais vous ne le savez pas. Pourtant, depuis la loi Eckert entrée en vigueur en 2016, banques et compagnies d'assurance sont tenues d'identifier les bénéficiaires de contrats oubliés. Sauf que des milliards ne trouvent toujours pas preneur et qu'il est préférable de se manifester avant que l'État se voie remettre les économies qui vous reviennent peut-être. On va parler donc des comptes en déshérence. Alors c'est vrai que je fais assez peu de sujets grande consommation, mais avec François-Xavier Dubesset, avec lequel nous avons parlé des prières de guérison, rien à voir, mais il est journaliste, il a fondé un média qui s'appelle Média Investigation. Il s'est beaucoup intéressé à cette question, on a été amené à se connaître comme ça. Et il a participé à un dossier publié par Que Choisir Argent, toute cette épargne qu'on ne vous rend pas. C'est la une et c'est un magazine en kiosque, magazine papier, oui, ça existe encore, et qui est disponible pendant 4 mois et que vous pouvez donc vous procurer. Bonjour François-Xavier Dubesset. Bonjour Louis Dauphren. Alors ce qui est amusant avec vous, c'est que vous étiez au départ courtier en assurance, enquêteur. Ça a commencé comme ça, vous étiez au courant de cette question-là déjà dans les années 2005 2007 plus précisément. 2007 ? Je parle de 2007 parce qu'en 2007, il y a une loi qui oblige les assureurs à mettre tous les moyens pour retrouver les bénéficiaires de contrats d'assurance vie non réclamés. Donc ça, ce n'est pas la loi Eckert encore ? Non, c'est pas la loi Eckert. Alors, pour ma part, moi, j'ai commencé effectivement ma carrière en étant vendeur d'assurance vie, entre guillemets. J'étais conseiller en banque assurance. Et quand j'ai entendu parler de cette loi en 2007, je me suis dit, mais il y a un vrai marché qui arrive. Retrouver les bénéficiaires des contrats d'assurance vie avec les généalogistes et les enquêteurs privés. Alors, en 2007, moi, j'ai décidé de poursuivre ma carrière du côté de l'enquête. Je suis allé à Panthéon-Assas, à l'université, pour me former. Il y a 2 années où vous pouvez vous former à être détective privé à Assas. C'est très étonnant. Mais cette faculté forme l'élite des enquêteurs privés depuis les années 2007, justement. C'était la première promotion. Donc en 2007, 2 années à la fac, je m'associe avec mon professeur à Assas, qui a un des plus gros cabinets en France, en tout cas d'Île-de-France, pour cette spécialité qui me passionne depuis 2007. Voilà. Donc détective privé officiellement. Alors on appelait ça maintenant, Assas appelle ça les enquêteurs de droit privé. Parce qu'on n'est plus dans le domaine des barbouzes où cela n'était pas réglementé à l'époque. Maintenant, c'est tout à fait réglementé. J'avais un numéro donné par la préfecture, une enquête sur vous, etc. C'est très, très sérieux. Mais on fait tout type d'activité quand on est détective privé, y compris les constats d'adultère. Non, ça ne se fait plus, ça, si ? Non, c'est plus des constats d'adultère, mais on peut. Il y a certains détectives qui continuent effectivement à faire des filatures pour trouver ce genre d'informations. Moi, j'étais plus dans le domaine d'affaires, dans les affaires, dans la concurrence déloyale, des choses comme ça, mais précisément quand même sur cette spécialité de la banque assurance. Et donc là, vous avez commencé à tirer un fil, alors, François-Xavier Dubesset. Alors moi, là, je me suis dit, il y a une niche, ça va cartonner, parce que la loi dit il faut retrouver les bénéficiaires, les assureurs sont obligés de mettre tous les moyens, et les moyens, c'est nous, en fait, c'est les généalogistes et les enquêteurs privés. Alors, donc on a beaucoup travaillé à cette époque. J'ai prospecté tous les assureurs et on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait aucune volonté de retrouver les bénéficiaires. C'est une belle loi d'obliger les assureurs à rechercher une obligation de moyens. C'était pas une obligation de résultat. Donc ça veut dire qu'on fait un contrat avec un cabinet de détective, de généalogiste, et puis on espère en fait que ça n'aboutira pas. Alors ça, c'est une anecdote que je peux vous donner. En général, ils sont plus subtils que ça. Ils tâtaient le terrain. Que fait la concurrence ? Est-ce qu'on y va maintenant ? Etc. Mais il y a un assureur du côté d'Orléans qui m'a dit, nous, on a envie de vous faire travailler. On a envie que vous cherchiez. Mais si c'était possible de ne pas trouver, ça nous arrangerait. En gros, c'était ça. Et ça, c'est scandaleux, c'est inadmissible, c'est inacceptable, c'est honteux. Et ça, ce sont les propres mots de Jean-Marie Levaux, qui était vice-président de l'ACPR, c'est le gendarme des assureurs, quand il s'est intéressé à ce dossier en enquêtant du côté des gendarmes de l'assureur, qui dépendent de la Banque de France. Alors, du coup, de 2007 à 2014, puisque 2014, la fameuse loi Eckert. 2014... il y a surtout eu 4 compagnies sanctionnées. 4 compagnies sanctionnées.
avec, pour l'une d'entre elles qui s'appelle Allianz, la filiale de la compagnie allemande, qui a eu une amende de 50 millions d'euros. C'était le maximum à l'époque. Donc incroyable. Il y a eu aussi la CNP, etc. Enfin, amende pour ne pas avoir cherché ou trouvé. Amende pour ne pas avoir rendu leur argent aux bénéficiaires, qui sont leurs clients en fait. Quand vous souscrivez une assurance vie, vous payez des frais de gestion. Et les frais de gestion, c'est fait pour quoi ? Pour que le contrat soit contracté, bien géré et dénoué. Et là, les contrats n'ont jamais été dénoués, c'est-à-dire on n'a jamais rendu l'argent aux bénéficiaires. Comment ça marche une assurance vie ? Une assurance vie, c'est vous êtes un assuré, vous mettez de l'argent de côté dans cette enveloppe fiscale de l'assurance vie, et vous choisissez en cas de décès un ou plusieurs bénéficiaires, qui peuvent être soit des particuliers, votre épouse, votre mari, vos enfants, etc., mais pas forcément des héritiers, en fait, ça peut être n'importe qui. Et ça peut être également des associations caritatives. Et c'est là où c'est très grave, c'est extrêmement grave, c'est qu'il y a des associations caritatives qui n'ont jamais eu leur dû, ou en tout cas en temps et en heure, et ça aurait pu sauver des vies à l'époque. On en est là. Et par défaut, François-Xavier Dubesset, si on n'indique pas de bénéficiaire, où va l'argent ? Par défaut, c'est les héritiers, à parts égales, par défaut. Et s'il n'y a pas d'héritier, c'est l'État. Voilà, tout simplement. Et là, on en est là. Alors, expliquez-nous simplement, puisque si je souscris un contrat d'assurance vie et les millions de personnes qui l'ont fait avec donc un bénéficiaire, normalement, si ce bénéficiaire est indiqué, on doit le retrouver facilement. Donc, comment se fait-il qu'il y ait des comptes en déshérence dans la mesure où le nom du bénéficiaire ou l'institution, si c'est une association caritative, doit être indiqué par la personne qui souscrit le contrat ? Parce qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu énormément de lacunes dans la rédaction de la clause bénéficiaire. La clause bénéficiaire, c'est là où vous mettez en cas de décès, je souhaite que cette somme aille à ma voisine. C'est possible, hein. L'assurance vie, c'est pas uniquement dans le cadre de l'héritage. Votre question, c'était donc... Justement, dans la mesure où on a le nom de la voisine, comment ça se fait qu'on ne la retrouve pas ? Oui, alors justement, c'était mal rempli. Et souvent, on ne disait pas à son bénéficiaire qu'il était bénéficiaire. Pourquoi ? Parce qu'il pouvait accepter la clause bénéficiaire, et donc elle est restée bloquée. Et les personnes ne pouvaient pas changer le nom de leur bénéficiaire. Et ça, c'était une grosse lacune à l'époque, et ça a changé. Maintenant, on peut prévenir le bénéficiaire et changer la clause bénéficiaire si on le souhaite. Voilà, donc on était tenu un petit peu à l'anonymat pour ne pas trop s'engager auprès de la personne à qui on destine les fonds. Et c'est surtout que les assureurs attendent que les bénéficiaires demandent leur dû. Et s'ils ne savent pas qu'ils sont bénéficiaires, c'est tout le côté vicieux de ce système. Et donc, on arrive au fait, François-Xavier Dubesset, si on peut passer à la loi, la seconde loi, en quoi contraignait-elle davantage les banques assurances en 2014, entrée en vigueur 2 ans plus tard ? Alors la loi, on va plus vers une obligation de résultat maintenant. Il y a eu un énorme choc quand il y a eu ces 4 compagnies d'assurance qui ont été épinglées. Pour l'image des assureurs, c'était terrible. Terrible. Moi, je pense à Bernard Spitz, qui à l'époque était président de la Fédération française des sociétés d'assurance, qui parlait de quelques centaines de milliers d'euros, de millions d'euros, pardon. Il disait la vérité sur les contrats, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est assez ridicule. Et là, on s'aperçoit, grâce au dossier d'Elisa Houdin, que de Que Choisir, qu'on n'est pas dans cet ordre-là au niveau des chiffres, mais on parle de milliards d'euros. Milliards d'euros. Et il y a quelque chose de nouveau maintenant, ce sont les comptes bancaires inactifs. Les assurances vie, c'est le côté émergé de l'iceberg. Le côté immergé de l'iceberg, ce sont les comptes bancaires inactifs. Et là, encore des milliards d'euros. Moi, je ne vous donnerai pas de chiffres parce qu'à chaque fois, on s'aperçoit qu'ils sont minimisés. Vous verrez, là, elle a pris les chiffres officiels. Mais dans quelques années, on s'apercevra que c'est encore plus. Et ça, c'est son sentiment aussi. Donc, ces comptes bancaires inactifs, pour le coup, c'est nominatif. Ce ne sont pas des comptes que je destine à quelqu'un. Contrairement à l'assurance vie, il n'y a pas de bénéficiaire. Exactement. Là, on parle d'héritier, on parle d'ayant droit.
Je ne sais pas combien vous avez, Louis Defresne, de comptes à votre banque, mais de plus en plus, on nous engage à ouvrir un PEL, une assurance vie, un livret A, etc. On multiplie le nombre de comptes pour les clients, d'où tout ce nombre faramineux de comptes bancaires inactifs. Et donc, ces comptes bancaires inactifs, le paradoxe, c'est que normalement, la personne qui les ouvre, elle le sait. Oui, mais elle peut décéder. Donc, les héritiers peuvent ne pas le savoir. Et ça va jusqu'au coffre-fort dans les banques. Vous savez, vous pouvez louer un coffre à votre banque pour quelques centaines d'euros par an. Vous décédez, qu'est-ce qui se passe? Surtout que dans ces coffres, on peut trouver énormément de choses. C'est pas forcément des trésors. Voilà, exactement, des trésors, des documents, etc. Et la banque est tenue de garder le coffre tant que personne ne se manifeste? Alors, pendant 10 ans, elle peut garder le coffre sans que personne se manifeste. C'est la loi. Pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, après le décès, ça va à la Caisse des dépôts et consignations. Et ça, c'est pour tous les comptes. Et c'est-à-dire qu'on vide le coffre et le contenu même, le contenu physique du coffre, on le transporte à la Caisse des dépôts. Alors ça, c'est un sujet très nouveau. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Mais simplement, les assurances vie et les comptes bancaires inactifs comme les livrets A, les comptes d'épargne, etc., au bout de 10 ans, après le décès, ça va à la Caisse des dépôts, il y a encore 20 ans après, ça fait en tout 30 ans, au bout de 30 ans, c'est la propriété de l'État. Et ça, c'est inadmissible. Alors, peut-on mesurer, François-Xavier Dubesset, si justement il y a beaucoup de comptes inactifs ou des contrats d'assurance vie qui sont tombés dans l'escarcelle de l'État, mécaniquement? Oui, plusieurs milliards. Donc ça arrive à Bercy, comme ça? C'est Bercy qui, j'imagine, il y a un endroit où ça arrive. Oui, bien sûr, c'est la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, c'est par exemple la Poste. La Caisse des dépôts est actionnaire de la Poste, par exemple. L'argent arrive à la Caisse des dépôts et il y a un dernier moyen de savoir si vous êtes bénéficiaire. Et vous avez toute une méthode que choisir. Cyclade. Cyclade, exactement. Donc Cyclade, C-I-C-L-A-D-E. Oui. Et je tape un nom. Sur Internet, vous tapez votre nom, mais j'ai fait l'essai. Oui. J'ai fait l'essai, mais je trouve qu'il y a une limite, c'est que je crois qu'il faut taper la date de décès de la personne concernée. Mais on peut très bien ignorer la date à laquelle quelqu'un est décédé. Ça. Ouais. Donc vous devez être vous-même un détective privé pour chercher et pour trouver. C'est quand même une limite. On pourrait devoir faire une recherche simplement nominative, quitte à ce qu'il y ait des homonymies, et puis voir qu'on propose déjà au moins des dates de décès. Voyez, Louis Defresne, si l'État a les coordonnées de la personne qui avait ses comptes, c'est à elle de faire les démarches. Or, l'État ne fait rien. L'État, il vous donne simplement ce site internet pour vérifier. Vous avez aussi info-retraite.fr pour savoir si vous avez des comptes, par exemple des comptes épargne grâce à votre entreprise. Ça se fait beaucoup. Il y a énormément de comptes possibles. Oui, parce qu'il y a aussi tout un aspect de ce dossier de gens qui ont cotisé par leur entreprise dans ce que vous dites, des comptes épargne, qui quittent l'entreprise, qui mènent une autre vie, qui ne savent pas qu'ils ont cotisé à tel ou tel moment et qui en fait devraient pouvoir récupérer l'argent qu'ils ont cotisé, mais ils ne savent pas. Exactement. Et ils ne savent pas à qui s'adresser. C'est à l'entreprise normalement qui doit... Là aussi, c'est l'entreprise qui devrait se manifester pour dire vous avez cotisé tant. Alors elle se manifeste sur les relevés de paye, en fait. Il faut savoir décrypter votre relevé de paye. Il faut se souvenir, il y avait un plan épargne retraite dans telle entreprise où j'étais il y a une dizaine d'années, etc., etc. Combien de personnes avez-vous retrouvé par votre métier de détective, d'enquêteur de droit privé? Alors, comme je vous l'ai expliqué, à cette époque, moi, le but, c'était de travailler pour les assureurs. Et face à la mauvaise volonté des assureurs, je me suis dit, mais moi, j'arrête. C'est fini. Je ne vais pas travailler pour des gens qui ne veulent pas qu'on retrouve leurs clients ou leurs bénéficiaires. Donc, du coup, moi, j'étais en avance sur ce sujet-là. Et je suis devenu par la suite journaliste. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le côté l'envers du décor. Mais pour vous répondre, j'ai eu énormément de confrères que je connaissais par Assas, les généalogistes, etc. Ils se sont, entre guillemets, gavés à l'époque. Il y a eu une époque, après 2014, quand il y a eu ces 4 compagnies qui ont été épinglées
et qui ont été sanctionnés, là, le monde de l'assurance s'est dit, là, il faut qu'on arrête de déconner quand même. Voilà. Parce que, faut l'expliquer, pourquoi les assureurs ou les banquiers n'ont pas intérêt à trouver le bénéficiaire? Alors, ils n'ont pas intérêt parce que cet argent reste dans leur caisse et génère des petits. Il y a, quand vous avez un encours qui est énorme, c'est des milliards et des milliards d'euros, cela génère des intérêts qu'ils gardent pour eux. Et qui ne distribue pas qui ne distribue pas, voilà. C'est de le dividende. On dit l'argent qui dort, mais c'est pas de l'argent qui dort, pas du tout. C'est de l'argent qui continue à travailler pour les compagnies d'assurance. Oui. Et dont ils ne redistribuent, ou les banques, et dont ils ne redistribuent pas les intérêts, en fait. Les intérêts. Et là, il y a un gros souci sur les intérêts de retard, justement, quand on trouve des bénéficiaires. Déjà, le calcul, moi, Elisa Houdin m'a dit, moi, j'ai jamais compris leur système de calcul. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique. Parce qu'il faut effectivement rendre leur dû, les sommes qu'il y a sur ces contrats, avec les intérêts de retard. Si ça fait 30 ans qu'on aurait dû me donner cet argent... Corrigé par l'inflation, etc. Exactement. Et pour les associations caritatives, c'est la même chose. Hein. Vous avez la Ligue contre le cancer, on peut citer l'Ordre de Malte, on peut citer toutes ces associations caritatives. Des vies auraient pu être sauvées. Alors, justement, c'était ma question, François-Xavier Dubesset, qui concerne aussi l'écosystème catholique ou chrétien qui peut nous écouter ce matin. N'y a-t-il pas eu une sorte de consortium entre les personnes qui auraient pu être lésées par ce système, en particulier des ONG, et qui auraient pu s'agréger à des intérêts de particuliers, privés, pour faire pression sur ces compagnies d'assurance et ces banques? Là, encore une fois, c'est très pervers. Parce que ces associations, elles n'ont pas envie que leur image soit ternie parce que de l'argent n'a pas été rendu, de l'argent n'a pas été donné à ces associations caritatives. Elles ne veulent pas le réclamer. Elles ne peuvent pas le réclamer parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont bénéficiaires de tel ou tel assuré. Ils ne se connaissent pas. Si vous donnez de l'argent à Radio Notre-Dame ou à Radio Notre-Dame, ça suffit. Voilà, ou n'importe quelle association, Radio Notre-Dame n'est pas au courant. Sauf depuis quelques années où justement on fait attention. Il faut faire attention à ça. C'est bien de prévenir le bénéficiaire. Donc c'est vraiment une question de circulation d'informations. C'est une question d'argent surtout. Oui, bien sûr, mais en soi, au départ, il faut avoir l'info. Si on n'a pas l'info, on sait exactement. C'est le côté vicieux du système, c'est que les bénéficiaires ne savent pas qu'ils sont bénéficiaires. Et là, c'est que Choisir a mis 2 cartons rouges, justement, concernant les associations caritatives, mais également concernant des comptes très vieux qui datent de la Seconde Guerre mondiale, avec des comptes destinés aux héritiers des victimes de la Shoah, cet argent n'a pas été rendu. Il y a eu des précédents et de lourdes condamnations aussi pour les comptes spoliés. En 2014, je pense que la plus lourde condamnation était due à ça. Il fallait savoir lire entre les lignes, mais c'était dû à ça. Les remèdes, parce que je vois aussi, François-Xavier Dubesset, on parlait de Cyclades à l'instant, donc si jamais vous vous sentez concerné ou si vous voulez faire l'essai, d'aller voir sur Cyclades, mais vous dites, faut pas forcément trop en attendre non plus, hein. C'est ce que vous écrivez à un moment, hein, Cyclades, ne pas trop en attendre. Oui, alors heureusement qu'il y a d'autres solutions. Si, vous pouvez retrouver un contrat d'assurance vie grâce à Cyclades. Maintenant, il y a aussi votre notaire qui a le droit de regarder dans les fichiers bancaires, les fichiers assurance vie, FICO vie et FICO bas. Et normalement, ça, il doit le faire d'office quand il y a une succession. Alors c'est tout nouveau. Maintenant, ils peuvent le faire, même ils doivent le faire à chaque fois qu'il y a une succession. Mais on peut quand même s'assurer auprès de lui qu'il l'a bien fait. Oui, il faut s'assurer auprès de lui qu'il l'a bien fait. Les généalogistes, ça compte? Alors les généalogistes, c'était drôle, à l'époque, il y avait une certaine concurrence entre les généalogistes et les enquêteurs de droit privé, parce que tout de même, il y avait une enquête à faire souvent pour les dossiers difficiles. Les généalogistes, on disait qu'ils n'avaient pas trop le droit d'enquêter, mais ils étaient très forts au niveau des successions. Donc je pense que c'était 2 métiers complémentaires. Maintenant, je pense que l'âge de guerre est enterré.
et qu'ils font un travail admirable parce que on commence petit à petit à retrouver les bénéficiaires, même si les stocks se renouvellent, forcément. Oui, donc c'est une question qui n'est pas morte avec le temps, Non, puisque ça continue exactement. de s'accumuler. Ouais. Il peut y avoir d'ailleurs des gens qui perdent tout contact familial et qui ont un compte bancaire, qui décèdent et on ne sait pas finalement Exactement, à qui ce ouais. compte pourrait profiter. Alors, vous parliez du temps, mais il y a aussi l'espace. Ça, c'est un sujet qui, pour moi, je pense, est très important. C'est que c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça ne s'arrête pas à la frontière. Pour moi, toutes ces compagnies d'assurance et ces banques sont des multinationales. Si on a le souci en France, c'est qu'il y a certainement le même souci à l'étranger. Et on peut pister à l'étranger où c'est plus difficile. Il n'y a pas de disposition européenne, par exemple. Déjà, à l'intérieur de l'espace européen, on n'a pas une loi commune là-dessus. Alors, il y a un gendarme de l'assurance et de la banque, comme en France. En France, c'est l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel. Voilà. Et vous avez la même chose au niveau européen et dans tous les pays, certainement. Maintenant, il faut des gens courageux pour taper sur ce sujet, quoi. Il faut y aller. Les politiques se sont bougés là-dessus, un petit peu. Un petit peu. Il y avait une mauvaise volonté politique. Moi, je me souviens, il faut lui rendre hommage, au député UMP Philippe Houillon. Il avait réclamé une enquête parlementaire. Je pense que c'est encore le moment de la faire. Parce qu'elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu, non. Une commission d'enquête parlementaire, ce serait parfait. Sur les comptes en déshérence, voilà ce que vous réclamez. Les contrats d'assurance en déshérence, c'est les comptes bancaires inactifs. Des milliards et des milliards d'euros. Et donc, on ne mesure pas ce que tout cela peut représenter, même comme forme d'injustice en réalité. C'est vertigineux. Ouais. Si on appelle la Caisse des dépôts, François-Xavier Dubesset, il y a quelqu'un qui décroche ? Ils préfèrent que vous les contactiez par mail, c'est plus pratique pour eux. Mais eux, ils ont récupéré le travail qui n'a pas été fait, en fait. Oui, mais il n'y a pas forcément de numéro vert, il n'y a pas forcément de choses comme ça. Non, voilà. Donc ça reste quand même assez... C'est un feuilleton, cette histoire. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci François-Xavier Dubesset. Je rappelle que vous avez fondé le Média Investigation, journaliste, et que vous étiez détective privé ou enquêteur de droit privé. Merci de nous avoir parlé de cette enquête qu'on pourra retrouver dans Que choisir argent, toute cette épargne qu'on ne vous rend pas. À bientôt. À bientôt.